Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Emmanuel Ménard. Bonsoir. Bonsoir. Député apparenté Front National de l'Hérault, dans la circonscription de Béziers, ville dont votre mari Robert Ménard est le maire. Je le précise, politiquement, ce n'est pas inintéressant pour nos téléspectateurs. La Cour de cassation a tranché aujourd'hui dans l'épineux dossier des enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger. Alors le père non biologique pourra devenir le parent légal après une adoption simple. C'est la Cour de cassation qui l'a décidé. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que depuis quelque temps maintenant, on nous fait valoir que non, le mariage pour tous n'est pas la voie vers la PMA, que la PMA n'est pas la voie vers la GPA, donc les mères porteuses. Et cette décision, c'est un mauvais signal envoyé parce que si la Cour de cassation légalise en quelque sorte, même si c'est pas si simple que ça, mais légalise la GPA qui se pratique à l'étranger et qu'on peut la réintroduire en France après, pourquoi, au nom de l'égalité, demain, des couples ne pourront pas dire, mais si on peut la faire à l'étranger, il y a une discrimination, nous on veut la faire en France aussi. Au nom de l'égalité, on va arriver à la GPA, en France également. La GPA, ce sont les mères porteuses. La GPA et les mères porteuses, c'est la marchandisation des ventres des femmes. Il ne faut pas l'oublier. Vous regrettez que le politique ait, j'allais dire, démissionné sur l'idée de trancher dans ce dossier, qu'on ait laissé la jurisprudence se faire par la Cour de cassation et par la justice? Absolument. Oui, je trouve qu'effectivement, le politique avait son mot à dire. On oublie un peu trop et on passe depuis maintenant quelques années systématiquement du respect des droits de l'enfant au droit à l'enfant, au désir d'enfant. Et je pense que le désir d'enfant, il est tout à fait respectable et je le comprends parfaitement, mais à un moment donné, il doit s'effacer quand on atteint les limites et quand on approche les limites des droits de l'enfant. Alors, ce que vous dites sous-entend qu'on enlève un droit de l'enfant en ayant ce genre de pratique. Vous avez eu cette phrase cette semaine qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez dit qu'un enfant élevé par un couple homosexuel aura plus de difficultés dès le départ. Ça vous a valu ce tweet de votre collègue à l'Assemblée, Olivier Dussopt, le socialiste, qui parle de vous comme d'une homophobe. Écoutez, je me sens absolument pas homophobe. Je ne pense pas avoir de propos homophobes. Je pense qu'il faut revenir à la réalité, à la nature tout simplement, Mère Nature, qui depuis une éternité, depuis le début de l'humanité, a fait en sorte que pour faire un enfant, il faut une mère et un père. Il faut un homme et une femme. En quoi l'enfant d'homosexuel aura plus de difficultés au départ dans la vie, c'est ce que vous avez dit? Mais parce que les enfants, et d'ailleurs les textes internationaux le proclament, il faut peut-être y revenir, on y a souscrit à ces textes internationaux. Un enfant a le droit à un père et une mère. D'ailleurs, la décision de la Cour de cassation aussi dénature en quelque sorte le principe de l'adoption. L'adoption, initialement, elle n'était pas faite pour ça. L'adoption est faite pour protéger, elle est faite pour remédier à des accidents de la vie. Elle n'est pas faite pour s'accorder, s'arroger un droit à l'enfant. C'est pas ça. On a eu, et on va en parler, l'hommage national aujourd'hui à Simone Veil. Est-ce que vous vous dites pas parfois, en prenant cet exemple-là, ce qui était décrié à une époque et que certains ont eu le courage de mettre en avant, je parle du droit à l'avortement pour Simone Veil, eh bien c'est devenu aujourd'hui une évidence. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'aujourd'hui vous êtes dans la position de ceux qui critiquaient des avancées dont vous-même aujourd'hui vous dites c'était des avancées? Oui, mais je pense qu'à raisonner comme ça, on raisonne en fonction de l'ère du temps. Et l'ère du temps, ça peut être très bien, c'est la mode, c'est très bien. Sauf que là, c'est l'existence, c'est les droits de l'enfant qui sont en jeu. Les personnes à protéger dans la vie, ce sont les personnes vulnérables. Les adultes... Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il serait en danger par principe, parce qu'il a deux papas, par exemple. Non, mais je n'ai pas dit qu'il était en danger. Je dis que... Vous dites qu'il faut les protéger. Oui, il faut les protéger. Il faut protéger leurs droits. Donc, et les enfants, quand on parle de protection, on parle de danger. Où est le danger? C'est ça la question de fond. Je dis protéger leurs droits. Je n'ai pas dit les protéger contre un danger. Je n'ai jamais dit qu'un couple homosexuel était dangereux. J'ai jamais dit ça. Et quand on me traite d'homophobe, je me dis ça veut dire que les gens ne comprennent rien. Vraiment, c'est pas ça. C'est les droits protégés, les droits de l'enfant. Un enfant a le droit, et c'est internationalement reconnu par les conventions internationales, et à commencer par la Convention internationale des droits de l'enfant, à vivre avec son père et sa mère. Là, on n'est plus dans ce cas-là. On parlait de Simone Veil, hommage national aux Invalides aujourd'hui. Emmanuel Macron a annoncé qu'elle reposerait au Panthéon avec son mari. C'est une bonne chose? Je le comprends complètement. Oui, je pense que Simone Veil, de par son existence, son parcours personnel absolument incroyable, cette faculté de résilience qu'elle a eue après les drames qu'elle a vécus,
après avoir vécu les camps de concentration, la Shoah, avoir réussi à se reconstruire comme elle l'a fait, à avoir réussi à vraiment eu une vie exemplaire, oui, je trouve que c'est tout à fait compréhensible. Oui. C'est une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre puisque c'est de l'ordre de l'impossible. Mais si vous aviez été député à l'époque où Simone Veil proposait sa loi pour l'avortement, vous pensez que vous l'auriez voté ? Je pense en tout cas que et aujourd'hui encore, je reviens, et c'est marrant que vous me posiez la question parce que j'ai visionné tout à l'heure le discours. Je l'ai écouté à nouveau, le discours qu'elle a prononcé à l'Assemblée, justement, quand elle a défendu sa loi. Et je pense qu'on a un peu perdu de vue, justement, un élément essentiel de sa loi, qui était que l'interruption volontaire de grossesse n'était pas un droit, mais devait rester une exception. Et Simone Veil l'expliquait très bien en disant que l'avortement, c'est toujours un drame pour la femme qui le pratique. C'est jamais de gaieté de cœur, ce sont les mots qu'elle a employés, ce n'est jamais de gaieté de cœur, et ça doit rester une situation exceptionnelle. Voilà, moi c'est ça dont j'ai envie de me souvenir. Je pense que maintenant, effectivement, on en a fait un droit, et certains veulent même en faire un droit constitutionnel. Je trouve que c'est un peu dévoyer l'esprit de la loi. Non, pas du tout, je ne le remettrai pas en cause, absolument pas. Je dis simplement que quand une femme est confrontée à ce genre de situation pas un peu difficile, il faut l'éclairer et lui donner toutes les possibilités qui s'offrent à elle et pas seulement la diriger dans une seule direction. Beaucoup de femmes politiques se revendiquent de Simone Veil comme héritière, j'allais dire, de son féminisme. C'est votre cas aussi? Votre sentiment, c'est que si vous êtes là à l'Assemblée aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle? Oh, certainement, elle a certainement fait beaucoup, effectivement, pour que les femmes puissent prendre leur part et être respectées en politique, évidemment, oui. Demain, il y aura une réunion internationale à Rome sur la question des migrants. Comme chaque année à cette période, les migrants ont repris en masse le chemin de la mer pour rejoindre l'Europe. En quelques jours, il y en a eu pas moins de 10 000 qui ont débarqué en Italie. Alors l'Italie menace de fermer ses ports. Elle dénonce, j'allais dire, l'égoïsme des voisins européens, à commencer par la France, qui n'a pas de leçons à donner en termes d'accueil des migrants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous comprenez Rome et les Italiens quand ils disent ça? Je comprends tout à fait Rome et les Italiens quand ils disent ça, parce qu'effectivement... Donc ça voudrait dire qu'il faudrait en accueillir plus pour les aider? Non, ils sont confrontés à une situation qui est insupportable. Et en France, nous sommes aussi confrontés à une situation difficile. Je pense que ça n'a échappé à personne. C'est pas du même niveau, hein? Pas du même niveau, évidemment, parce qu'on n'est pas en première ligne, on est en deuxième ligne. Mais je pense que ça n'a échappé à personne. Vous pensez qu'on a fait notre part? Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par accueillir dignement ceux qui sont sur notre territoire avant de chercher à en accueillir de nouveaux. Et le problème c'est qu'en fait, il n'est pas ni aux frontières de l'Italie, ni à nos frontières à nous. Le problème, il est qu'il faudrait s'occuper justement des personnes qui souhaitent migrer vers l'Europe depuis l'Afrique, puisqu'ils viennent principalement d'Afrique. C'est là-bas qu'il faut commencer en amont à régler le problème, là-bas. Pas chez nous. Chez nous, c'est trop tard. Question concernant votre ville, Béziers. À l'approche de l'été, je le disais, les vagues de migrants reviennent. Est-ce qu'à l'approche de l'été, ça sera aussi le retour à la une de Béziers Magazine, de ce genre d'images? Là, c'est celle de 2016, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, de toute façon, je peux vous dire que certains sont arrivés malgré effectivement l'opposition de la municipalité, de l'équipe municipale, puisqu'on ne contrôle pas tout. Une équipe municipale ne peut pas tout contrôler. Mais sur la une, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en avait eu une autre aussi l'année d'avant, on va peut-être la voir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce graphisme-là? On parlait de Simone Veil. La déportée, ce graphisme-là, il vous dérange pas? D'abord, il vous a pas dérangé? C'est une photo réelle, c'est ça d'abord qu'il faut dire. C'est pas une photo arrangée, c'est pas une photo truquée, contrairement à ce que j'ai pu entendre. La seule chose qu'on a pu ajouter, c'est effectivement la mention de Béziers, 3865 km. La question est simple. Est-ce que ça vous a dérangé quand c'est sorti à l'époque? Non, ça ne m'a pas dérangé parce que je pense que la réalité ne doit pas déranger. C'est se cacher derrière les mots et se cacher derrière les formules qui est dérangeant. Donc éventuellement, ça repart cet été alors? Je ne suis pas dans l'équipe municipale, donc il faudra poser la question. Vous échangez beaucoup avec le maire. Oui, vous le dites à longueur d'interview, donc je peux vous poser la question parce que visiblement, il vous écoute beaucoup. Écoutez, visiblement, il m'en a pas parlé en tout cas, donc je lui poserai la question pour vous demain si vous voulez. À Paris, les élus ont officiellement réclamé hier l'ouverture de nouveaux centres d'accueil de réfugiés, tout simplement parce qu'il y en a trop à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent qu'il faudrait en ouvrir dans d'autres villes de France. Vous seriez d'accord dans votre circonscription, par exemple, d'avoir un centre d'accueil de réfugiés pour délester un peu Paris? Je ne serais pas d'accord si c'est imposé, comme ça a été le cas l'année dernière, où on a voulu démanteler les camps de Calais et les
parsemés un peu partout en France, sans demander l'autorisation et sans demander leur avis aux maires et aux collectivités locales. À Paris, les élus ont décidé, hein, ils ne se le sont pas fait imposer, ils ont décidé qu'il y aurait un camp d'accueil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faudrait pouvoir faire ça éventuellement dans les villes du Sud qui sont concernées? Mais je vous dis, en accord avec les municipalités. Chaque ville, chaque collectivité. Votre avis à vous? À Béziers, par exemple, est-ce que ça serait bien? Ah non, je pense qu'à Béziers, ce ne serait pas bien. Non. Pourquoi ça serait pas bien? On a déjà beaucoup de pauvreté dans la ville et qu'accueillir un camp justement de personnes migrantes, ça rajouterait encore à la pauvreté et je pense que ce ne serait pas une bonne solution. On a 2 quartiers prioritaires à Béziers. Un qui est dans le centre-ville. La deuxième affiche que vous nous avez montrée, c'était une affiche justement qui s'opposait... Non, la deuxième, pas celle-là, qui s'opposait justement à l'arrivée des migrants dans notre centre-ville. Quand on a un quartier prioritaire qui est aidé par la politique de la ville et que, parallèlement, cette politique de la ville veut nous imposer des migrants, je pense qu'il y a un peu une contradiction. Alors, il faut être en cohérence avec ces choix politiques, effectivement. Demain, à l'Assemblée, il faudra voter pour ou contre la prolongation de l'état d'urgence jusqu'en novembre. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous voterez oui demain? Je voterai oui pour la prolongation de l'état d'urgence. Marine Le Pen, qui vous a soutenu, est contre? Je ne sais pas si elle est contre. Je vous le dis, elle est contre au nom des libertés individuelles, elle l'a dit aujourd'hui. Écoutez, moi je suis pour, parce que je pense que la situation et les derniers événements, que ce soit Notre-Dame ou les Champs-Élysées, montrent qu'on est loin d'avoir réglé la question de la sécurité et des risques d'attentats en France. Donc je pense qu'il faut le prolonger. Je pense aussi que ça ne suffit pas. En tout cas, les mesures qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui ne suffisent pas, parce qu'on a décrété des belles mesures sur le papier, mais on ne les applique pas. Donc c'est pas le tout de décider de la prolongation de l'état d'urgence, encore faut-il appliquer les mesures que l'état d'urgence nous permet de mettre en œuvre. Vous aviez l'air surprise quand je vous donnais la position de Marine Le Pen sur le sujet. C'est vrai que c'est probablement un peu surprenant. Oui, parce qu'on en a discuté hier et c'est pas ce qu'elle m'avait dit, donc c'est pour ça que j'étais surprise. Mais si elle l'a annoncé publiquement, c'est que c'est sa position, oui. Première séance de questions au gouvernement aujourd'hui, hein, vous y avez assisté, votre première séance de questions au gouvernement. Édouard Philippe a déclaré vouloir travailler avec toutes les oppositions. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Avec laquelle vous sentez-vous le plus proche? Avec quel groupe vous sentez-vous le plus proche en termes d'opposition, j'allais dire? D'abord, je voudrais dire que je pense quand même que travailler avec toutes les oppositions, depuis que je suis arrivée à l'Assemblée, j'entends ça tout le temps. J'ai entendu ça de la part du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. J'ai entendu ça encore effectivement dans la bouche du président de la République lundi au Congrès. Je l'ai entendu hier dans la bouche du Premier ministre. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement le cas. Parce que dans les faits, à l'Assemblée, en tout cas pour ce qui me concerne, tout est bien verrouillé. Voilà, tout est sous contrôle, tout est bien verrouillé. Et donc, on vous empêche de parler, Madame Ménard? On ne m'empêche pas de parler. Simplement, les postes clés, et d'ailleurs ça ne me concerne pas... C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas assez nombreux, vous n'avez pas de groupe. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres groupes d'opposition qui sont effectivement plus nombreux. Enfin, ils se sont bien fait court-circuiter. Et donc, le respect des droits de l'opposition, à mon avis... Pour revenir à la question, vous vous sentez plus proche de quelle opposition? Je me sens proche de l'opposition de droite. Pour être très les clair. Républicains, pour être clair. Toutes les droites. Il n'y a pas que les Républicains. Toutes les droites. Moi, vous savez, quand j'ai été élue députée, j'ai été élue sous la bannière de l'Union des droites, parce que j'ai été soutenue par 6 partis politiques. Alors, vous mentionnez le Front National, mais il n'y a pas que le Front National. Non, enfin, s'il y avait eu un candidat Front National en face de vous, vous ne seriez probablement pas député ce soir. Élu non plus. Élu non plus. C'est ça qu'il faut préciser. Parce que le report au second tour, j'étais face à une candidate En Marche et les voix du candidat républicain qui avait été éliminé au premier tour se sont massivement reportées sur moi. Et je pense que l'union des droites, ça parle. En tout cas, ça a parlé aux Biterrois. Je ne vois pas pourquoi ça ne parlerait pas aux autres Français. Alors en tout cas, ça ne parle pas, semble-t-il, à Laurent Wauquiez, qui est pourtant tenant d'une droite dure chez les Républicains. Il l'a dit aujourd'hui, non à toute alliance avec le Front National. Je parle aux électeurs, je ne parle pas aux partis, je ne parle pas aux élus. Alors, M. Wauquiez dit ça, M. Mariani dit autre chose. Et moi, Parce que Mariani n'est pas candidat à la présidence du parti. Je suis d'accord. Et puis M. Mariani, malheureusement, n'a pas été réélu député. Et je dis malheureusement, parce que je pense qu'il avait beaucoup à apporter encore pendant cette mandature. Moi, je crois beaucoup à une chose, c'est la force du travail. Je suis persuadée que quand on aura démontré qu'on est des députés comme les autres, avec une parole aussi respectueuse que celle des autres, qui travaille ses dossiers, qui connaît ses préoccupations, les préoccupations du territoire, qui est proche de ses administrés. Quand on aura démontré ça, les barrières vont tomber, les œillères vont tomber, les tabous vont tomber aussi, et je pense qu'on pourra travailler tous ensemble. Donc, à nous de nous retrousser les manches et de démontrer ce qu'on est capable de faire. En parlant d'opposition, il y en a un à l'écouter qui est le seul vrai opposant
président à l'Assemblée, vous voyez de qui je veux parler, Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Oui, qui avait une cravate sur la photo, vous avez remarqué. Qui avait encore une cravate sur la photo, effectivement. Non, c'est lors de son discours après le Premier ministre. Le chef de groupe socialiste aujourd'hui a dit la France insoumise à l'Assemblée, c'est la politique spectacle. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'il y a un peu de posture, effectivement, de la part du groupe de la France Insoumise. Mais bon, après tout, c'est leur mode de protestation. Pourquoi pas ? Parce que vous souriez sur la cravate. On a aussi parlé, effectivement, du fait qu'il ne se soit pas levé à l'Assemblée le jour où François Drugy, le président, était élu. Alors ce jour-là, il se trouve que Ménard, Mélenchon, c'est côte à côte. On va revoir l'image. J'avais cette question à vous poser. Non, ça c'est Monsieur Ruffin. Voilà, c'est là. On vous voit. Vous vous êtes pas levé, vous non plus. Alors vous applaudissez quand même. Oui. Lui, il se lève pas, il applaudit pas. Vous, vous applaudissez, mais vous vous levez pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous vous dites j'y vais pas, il y a une consigne, c'est quoi? Non, d'abord il n'y a pas eu de consigne. Non, enfin, moi Pourquoi vous vous levez pas? Je me lève pas parce que je ne suis pas en accord avec justement Monsieur de Rugy. Alors pourquoi vous applaudissez? J'applaudis par souci de respecter certaines coutumes, certaines règles. Mais la coutume, c'est de se lever aussi. Oh oui, alors disons que j'ai respecté les coutumes à moitié. Vous avez fait un choix de demi-mesure, c'est ça? Voilà. À refaire, alors, finalement, vous feriez quoi? Vous vous levez, vous applaudissez ou vous faites rien comme Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense que je resterai dans mon choix initial pour effectivement montrer mon respect des institutions. Donc j'applaudis, mais je ne me lève pas parce que ce n'est pas un blanc-seing que je donne au président de l'Assemblée. Merci Emmanuel Ménard d'être venu répondre à nos questions ce soir. Merci. On se retrouve pour le grand décryptage. On va parler du conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar qui a franchi un pas ce soir avec des enjeux importants. On en reparle juste après la pause. À tout de suite.